Adesso continuiamo con la professoressa Aurélie Bergeau-Wetterwald dell'Université de Bordeaux, Francia, con una presentazione dal titolo La médiation au droit de la consommation et l'impact de la crise sanitaire. Buonasera a tutti. Buonasera. Ah. Si. Bonsoir, oui. Merci de votre invitation pour vous présenter la médiation de la consommation. Et je terminerai mon propos par quelques remarques en lien avec la crise sanitaire. Alors, en France, la médiation de la consommation, elle apparaît dans les années 90 dans quelques secteurs économiques. Puis, elle se développe sous des formes différentes au sein des grandes entreprises, notamment dans le secteur bancaire. Il y a des services de médiation interne qui vont être dédiés au règlement des litiges avec le client. On parle de médiation d'entreprise ou de médiation maison. Vont également se développer des médiations dites sectorielles menées par des médiateurs spécialisés dans un secteur d'activité, par exemple l'assurance ou le tourisme. Et puis, on va nommer des médiateurs publics, par exemple le médiateur national de l'énergie en 2006, qui a été créé en 2006. Et donc, la désignation et les modes de fonctionnement de ces médiateurs étaient évidemment très variés. À la suite de la directive européenne du 21 mai 2013, la France a dû réfléchir à un nouveau cadre réglementaire. Et la transposition de cette directive s'est faite par une ordonnance du 20 août 2015 qui vient généraliser la médiation de la consommation pour les litiges entre consommateurs et professionnels. Elle couvre tous les secteurs d'activité professionnelle, sauf les services de santé et l'enseignement supérieur. Donc désormais, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation selon une procédure assez simple pour tenter de résoudre son litige. Mais malgré cette simplicité, le bilan qu'on peut faire en France, il est assez mitigé parce que la médiation de la consommation, elle reste mal connue à la fois des consommateurs et des professionnels. Alors pourquoi? Sans doute parce que la France a fait le choix d'une architecture originale mais complexe qui rend le système peu lisible. Et je vais d'abord vous présenter cette architecture avant de vous dire quelques mots sur le processus de médiation lui-même. Alors l'originalité de cette architecture, elle est double. D'une part, le référencement et le contrôle des médiateurs sont confiés à une commission nationale unique, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Mais d'autre part, il existe une pluralité de médiateurs avec des statuts très différents, ce qui crée de la complexité. Alors, une autorité de contrôle unique, c'est la commission de la médiation qui a été créée en 2015 lors de la transposition de la directive. Elle est composée de 18 membres. On retrouve des hauts magistrats, des représentants d'associations, des universitaires. C'est vraiment la clé de voûte de notre système puisque c'est cette commission et elle seule qui vient établir la liste des médiateurs de la consommation et qui transmet cette liste à la Commission européenne. Donc, c'est elle qui apprécie les conditions d'aptitude et d'indépendance des candidats à la labellisation. Et c'est également cette commission qui contrôle ensuite l'activité des médiateurs référencés. La liste de ces médiateurs, elle est publiée sur un site internet qui est dédié et les médiateurs sont répertoriés par secteur d'activité avec un grand nombre de sous-catégories. Alors, ces médiateurs, ils sont très divers, nos médiateurs de la consommation. Ils doivent répondre à des conditions générales, posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation, des connaissances juridiques, notamment en droit de la consommation, être nommés pour 3 ans minimum, être rémunérés sans considération du résultat et surtout ne pas être en situation de conflit d'intérêts. C'est vraiment un point de vigilance de l'évaluation de la commission. Donc, pour être référencés, les candidats doivent donner beaucoup d'informations précises sur leur statut et les liens qu'ils entretiennent avec des entreprises ou des associations. Les médiateurs de la consommation qui étaient en activité avant 2015, ils ont donc dû se conformer à ce nouveau cadre réglementaire pour avoir la labellisation. Malgré quelques critiques, la directive de 2013 a permis le maintien des médiateurs d'entreprise qui pourtant n'offrent pas toutes les garanties d'indépendance puisqu'ils sont liés à l'entreprise qui les fait intervenir. Mais en raison de ce statut particulier, on leur impose des conditions supplémentaires, un mode de désignation collégial, une absence de lien hiérarchique, un budget de fonctionnement propre et puis une incapacité pour la personne qui a
conduit l'activité de médiation, lorsqu'elle cesse cette activité, elle ne peut plus travailler dans l'entreprise pendant au moins 3 ans. Donc, on a gardé ces médiateurs d'entreprise, la commission les a habilités, mais elle a habilité également des médiateurs publics, des médiateurs sectoriels. Et puis, depuis 2015, on a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont arrivés, des acteurs privés, des associations de médiateurs, des associations d'avocats, d'huissiers de justice, d'experts judiciaires. Et donc aujourd'hui, le monde des médiateurs de la consommation, il apparaît comme un marché concurrentiel, puisqu'un même secteur d'activité peut être couvert par une diversité de médiateurs avec des statuts très différents. Par exemple, en matière bancaire, dans le secteur bancaire, on recense aujourd'hui 34 médiateurs de la consommation référencés par la Commission. Donc, c'est une pluralité d'acteurs qui peut rendre les choses un peu complexes pour les consommateurs, pour qu'ils s'y retrouvent, et puis aussi pour les professionnels qui doivent être liés nécessairement à un médiateur référencé. Et ce n'est pas toujours simple de faire ce choix pour un professionnel parce qu'il y a des secteurs où il y a plusieurs médiateurs, je vous l'ai dit pour la banque, où il y a des professionnels qui relèvent de plusieurs secteurs d'activité. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un médiateur de la consommation est référencé par la Commission nationale, il doit avoir un site internet où il publie toutes les informations qui le concernent et ces sites sont régulièrement contrôlés par la Commission. Alors, le processus de médiation de la consommation, pour le consommateur, il est facultatif et gratuit, mais sa mise en œuvre est encadrée par plusieurs conditions. Donc, le processus, il est facultatif. Donc, le consommateur, il peut toujours choisir de recourir ou non à un médiateur de la consommation. S'il le souhaite, il peut saisir directement un juge. D'ailleurs, en droit français, une médiation ne peut jamais être imposée à un consommateur, que ce soit par la loi ou par le contrat, puisqu'on interdit les clauses de médiation préalable obligatoire dans les contrats. Si le consommateur souhaite saisir le médiateur de la consommation dont relève le professionnel, eh bien, il n'aura rien à payer, tout est pris en charge par le professionnel. Mais évidemment, encore faut-il que les consommateurs connaissent l'existence de ce droit. Eh bien, pour cela, tout professionnel doit informer ses clients de l'existence du dispositif et des coordonnées du médiateur de la consommation dont il relève. Et le professionnel, il doit inscrire ces informations de manière visible sur son site internet, sur tous ses documents commerciaux, les factures, les conditions générales de vente. S'il ne le fait pas, il encourt une amende. Le processus, il est quand même encadré, il est conditionné puisque le consommateur ne doit agir ni trop tôt ni trop tard. Ni trop tôt parce que la loi l'oblige à d'abord essayer de résoudre directement le litige auprès du professionnel en portant une réclamation écrite. Ce qui est une condition qui n'est pas très bien connue des consommateurs et ça entraîne un taux important d'irrecevabilité des demandes portées devant le médiateur. Et puis, il ne doit pas agir trop tard non plus, puisque à compter de la réclamation écrite, il a 1 an pour saisir le médiateur. Pour la conduite de la médiation, le médiateur peut recevoir les parties, mais le plus souvent, les choses se font à distance, on traite le dossier à distance. S'il n'y a pas d'accord entre les parties, le médiateur de la consommation va proposer une solution que les parties sont libres d'accepter ou pas, mais généralement le taux d'acceptation est assez fort. On a quelques chiffres, on voit que dans certains secteurs, il y a un très fort taux d'acceptation des solutions proposées par le médiateur. La procédure est confidentielle et rapide, puisque le médiateur doit proposer une solution dans un délai de 90 jours à compter de la réception du dossier. Alors voilà pour ce rapide tour d'horizon de la médiation de la consommation en France. Quel impact la crise sanitaire peut avoir sur cette médiation dans le secteur de la consommation ? Il faut savoir que depuis la mi-mars, la justice civile est quasiment à l'arrêt. Le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour assurer la continuité du service public de la justice en prévoyant des audiences sans public, des audiences par visioconférence, voire même des procédures sans audience, mais en pratique, les magistrats, les greffiers ont beaucoup de mal à travailler à distance, notamment en raison de problèmes de sécurité informatique et d'accès aux dossiers. Et donc aujourd'hui, seules les audiences urgentes et indispensables sont assurées. Alors le fonctionnement de notre justice civile, il est en train de prendre un retard considérable.
Il faut savoir que ce retard qui est dû à la crise du coronavirus, il est accentué aussi par un mouvement de grève générale des avocats qui avait lieu depuis janvier et qui empêchait de tenir les audiences depuis le mois de janvier. Donc les plannings des juridictions sont saturés, on envisage des reports jusqu'en 2021. Et donc, les délais judiciaires aujourd'hui ne sont plus en phase avec la vie économique. Alors, quel impact est-ce que ça peut avoir pour la médiation de la consommation? Pendant la crise, la justice est à l'arrêt, mais les consommateurs continuent à avoir besoin de solutions. Et justement, la médiation de la consommation pendant la période de confinement, c'est une bonne alternative parce que les médiateurs de la consommation, la plupart, continuent leur activité à distance dès lors que la saisine est faite en ligne. Il y a beaucoup de médiateurs qui restent actifs, comme le médiateur des communications électroniques ou le médiateur du e-commerce ou encore dans le secteur du tourisme et des assurances. Et ce sont des secteurs qui sont très touchés par la crise. Et cette saisine des médiateurs, elle est d'ailleurs sécurisée par un mécanisme de report général des délais légaux qui a été institué par le gouvernement. Tous les délais légaux, et notamment les délais de prescription pour agir en justice, sont reportés s'ils arrivent à échéance dans ce qu'on appelle la période juridiquement protégée entre le 12 mars et le 24 juin. Donc ça permet de préserver le droit d'agir et en attendant éventuellement de saisir un médiateur de la consommation qui, lui, doit par contre toujours se prononcer sous 90 jours. Et puis après la crise, on envisage qu'après la levée de l'état d'urgence sanitaire, les juridictions auront connu 6 mois de désorganisation totale avec les grèves, avec le confinement. Et donc les juristes sont très inquiets de la gestion de la sortie de la crise. Et Déo Magistrat, justement, encourage à se tourner vers la médiation parce que les juridictions ne pourront pas faire face seules au contentieux. Beaucoup présentent le recours au mode alternatif, au mode amiable comme une opportunité à saisir, comme une solution adaptée pour une situation économique inédite. Et l'heure est sans doute venue de permettre à la médiation de la consommation d'être enfin mieux connue du grand public. Voilà, je vous remercie. Merci, grazie, merci à Carlo Piglia et merci aussi à Sylvia pour la traduction des échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour la participation.